c'est vraiment un honneur, c'est unique pour moi de recevoir autour du Tchaï comme ça le directeur du petit journal d'Istanbul, qui n'est petit que de nom, comme je le disais tout à l'heure. Donc, merci déjà pour cet entretien. Je voulais juste que vous essayiez de vous présenter pour que ceux qui nous suivent sur le niveau, donc je m'appelle Eric Taver, et il y a un peu plus d'1 an maintenant, j'ai racheté le petitjournal.com d'Istanbul. Le petitjournal.com, c'est un réseau international dans le monde qui diffuse de l'information online sur le web, donc aussi avec des newsletters et bien sûr des pages Facebook, des Twitter, de l'information en français pour les Français et les francophones qui vivent à l'étranger. Ça veut dire peut également être suivi par tous ces entrepreneurs africains qui s'intéressent à la Turquie et qui achètent en Turquie. Évidemment, c'est en français, donc c'est la définition même du petit journal, le principe même du petit journal, mais comme c'est un site web, c'est bien sûr accessible à tout le monde. Donc tous les gens qui veulent avoir de l'information, c'est gratuit, y compris la newsletter. Et donc toutes les informations sont évidemment disponibles pour tout le monde, pourvu qu'on sache lire le français. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles le petitjournal.com d'Istanbul est très lu. C'est l'édition du petitjournal.com dans le monde qui est la plus lue dans le monde, parce qu'il n'y a pas que les Français qui vivent en Turquie ou à Istanbul qui nous lisent, il y a aussi des francophones en général, des Turcs francophones, parce que ça ne se sait pas beaucoup, mais il y a beaucoup de Turcs francophones. Il y a des écoles françaises ici en Turquie qui sont très anciennes et qui apprennent à beaucoup de gens qui parler français, et puis il y a beaucoup de gens ici qui ont fait leurs études en français. Il y a même une université dont le nom est très célèbre, plus pour le football que pour son université, c'est Galatasaray, n'est-ce pas? Et Galatasaray, c'est d'abord une université avant d'être un club de football, n'est-ce pas? Et un lycée aussi. Voilà. Et donc il y a beaucoup de gens qui nous lisent en français, mais pas seulement des Français, aussi des Turcs francophones, et bien sûr aussi tous les francophones qui vivent en Turquie, et par exemple les Africains francophones, bien sûr, qui peuvent le lire, comme Emmanuel. Oui, comme moi, par exemple, c'est l'un des premiers. Je me suis abonné au Petit Journal, juste quand je suis arrivé en Turquie, c'est 2 semaines après, je me suis abonné au Petit Journal d'Istanbul, et depuis là j'ai toujours été super satisfait parce que ça me permet d'avoir des informations de pointe sur plusieurs secteurs, même dans le secteur du business. Exactement. On essaye de couvrir pas mal le secteur du business sur le Petit Journal, pas seulement le business. Bon, et déjà le 17 mars, bien sûr, vous avez organisé, nous avons organisé, si vous le dire ici. On peut le dire, nous avons absolument, Emmanuel. Afrique-Turquie francophonie. On va commencer par Afrique-Turquie francophonie. Pourquoi cette journée et quelles sont les perspectives à venir? Alors, l'idée est venue notamment en discutant avec vous, Emmanuel, du fait qu'il se passe ici des choses qui ne se savent pas trop dans le monde, à savoir qu'il y a une partie du business en Turquie qui se fait en français. Pourquoi? Parce que, je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup de Turcs, et notamment de gens qui ont des responsabilités, des décideurs en Turquie, qui ont fait leurs études en français et qui donc parlent français. Bien évidemment, en Afrique, il y a des francophones. Et donc, ce que nous avons remarqué, c'est qu'il y avait donc du business qui se faisait en français entre des Africains et des Turcs. Et que ce business-là, pour l'instant, il était un peu dispersé, pas valorisé, pas mis en valeur, à montrer. Et comme au mois de mars, il y a tous les ans la journée internationale de la francophonie qui en Turquie devient un mois de la francophonie, j'ai eu l'idée, et après en avoir discuté avec vous, Emmanuel, d'organiser cette rencontre Afrique-Turquie francophonie, où il s'agissait de faire, donc, comme son nom l'indique, se rencontrer des représentants d'entreprises turques, des représentants d'entreprises africaines, pour que d'abord ils se connaissent un peu mieux, et puis qu'ils se rencontrent, et éventuellement derrière évidemment qu'ils puissent faire des affaires. L'idée étant que la Turquie maintenant a en général, au-delà de l'Afrique francophone et de cette affaire de francophonie, développe énormément son commerce avec les pays africains en général. On a bien vu que le président Erdogan va souvent en Afrique, etc. Pour des questions de business. Et
Donc, mais c'est un nouveau marché pour les entreprises turques, ils connaissent mal le marché africain, ils ont besoin d'informations. Je dirais même au-delà de ça, on en avait d'ailleurs souvent parlé avec Emmanuel ensemble, ils connaissent mal l'Afrique. Hein, pour eux, c'est, j'allais dire, un continent noir, pardon, mais c'est un continent mystérieux en tout cas. Ils connaissent très mal, autant ils connaissent le Proche-Orient, ils connaissent l'Europe, ils connaissent l'Inde, etc. Autant l'Afrique, c'est vraiment encore un peu mystérieux, ils connaissent très mal. Y compris la culture même africaine, ils connaissent assez mal. Donc il faut leur donner une information sur c'est quoi l'Afrique, qu'est-ce qui se passe exactement, y compris des choses assez simples, hein. Quels sont les pays qui marchent bien, voilà, quels sont les besoins en investissement des pays africains. Donc leur apporter de l'information et puis aussi, comme je disais, faire que tout simplement les gens se rencontrent. Parce que d'un autre côté, il y a aussi des sociétés et des entrepreneurs africains qui ont besoin de produits turcs fabriqués en Turquie, qu'ils ne peuvent pas trouver dans leur pays, donc ils ont besoin d'importer des produits turcs. Donc voilà, toutes ces rencontres, c'était fait pour faciliter ces rencontres. Exactement. Et la confiance, ça commence tout simplement par se connaître. Et donc l'idée, c'était que les gens se connaissent. Et ça a très bien marché. On a eu vraiment beaucoup de gens qui sont venus et qui étaient très contents, notamment parce qu'ils ont pu rencontrer des personnes qui ne connaissaient pas avant, ou des sociétés qui ne connaissaient pas avant, que ce soit des Turcs ou des Africains. Qu'est-ce que vous pensez que ça deviendra annuel alors là, c'était pour essayer, pour voir comment ça répondait. Ça a très bien répondu, donc normalement, effectivement, il doit y avoir des suites. J'espère bien qu'il va y avoir des suites, l'idée était celle-là. Et donc, dans 3 directions, j'essaye de travailler actuellement, on verra bien exactement ce qui pourra se développer précisément. La première direction, c'est sur le marché de l'emploi, parce que comme les sociétés turques travaillent de plus en plus, veulent de plus en plus travailler avec l'Afrique, et notamment avec l'Afrique francophone, ils ont besoin de personnel francophone. Or, ils n'en trouvent pas assez. Il n'y a pas assez d'ingénieurs, par exemple, francophones en Turquie. Les sociétés turques recherchent des ingénieurs francophones. Il y a peut-être, donc sûrement même quelque chose à faire du côté du marché de l'emploi pour les entreprises turques qui recherchent des francophones, premièrement. Deuxièmement, continuer dans cette idée-là, tout simplement, de mettre en contact des entreprises africaines qui auraient besoin de produits turcs dans tous les secteurs. Ça peut aller du textile aux aéroports, soyons ambitieux. Et donc les mettre en contact. Et puis, troisièmement, créer quelque chose de peut-être un peu plus prestigieux, une espèce de salon finalement des relations francophones entre l'Afrique et la Turquie, où ce serait l'occasion de mettre en valeur tout le dynamisme actuellement du continent africain en général et de l'Afrique francophone en particulier, bien sûr, pour montrer aux Turcs, aux entreprises turques et aux Turcs en général d'ailleurs, ce qu'est le dynamisme actuel de l'Afrique. On en parle beaucoup, mais on ne le voit pas beaucoup. Et on sait bien, le dynamisme de l'Afrique, c'est aussi les arts, c'est aussi la nourriture, la gastronomie, les vêtements, plein de choses comme ça qui sont finalement même qui peuvent même être assez haut de gamme et qui en ce moment sont le résultat du dynamisme économique actuel des pays africains, de certains pays africains en tout cas. C'est la pointe de l'iceberg, on voit ça, et c'est bien de pouvoir montrer ça, je pense, aux entreprises turques, qu'on ne soit pas simplement dans un rapport de pur business, je te demande quelque chose, tu m'achètes quelque chose, et qui est aussi une envie pour les Turcs de mieux connaître, de découvrir et de voir ce dynamisme africain qui s'exprime, comme je le disais, dans plein de secteurs différents, et y compris dans la mode, par exemple, actuellement, il y a une percée très forte des créateurs de mode africains qui ont beaucoup de visibilité. Et donc, les Sénégalais même qui sont des créateurs de mode dans des entreprises turques. Voilà, exactement, qui travaillent pour des entreprises turques en tant que créateurs, que designers. Les entreprises turques ensuite font les vêtements. Voilà. Donc il y a plein de rencontres à faire comme ça. Et ce serait bien de pouvoir créer une espèce de salon des relations entre la Turquie et l'Afrique, mais sous le chapeau de la francophonie, puisque le petit journal est un journal francophone, donc c'est notre spécificité. On n'est pas là pour concurrencer l'État turc ou les États africains qui ont bien sûr leur structure. C'est comme un soutien à toutes ces initiatives, parce qu'une initiative de plus ne fait que donner plus d'impact aux autres initiatives dans le même. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, il y a une organisation mondiale de la francophonie qui jusqu'à présent était quand même très centrée sur les questions culturelles, on va dire, sur la culture des francophonies dans le monde, pour mettre en valeur ces cultures de la francophonie dans le monde, et c'est fort bien, mais
ils essayent maintenant aussi justement de faire en sorte qu'il y ait un volet économique dans le développement des relations dans le monde de la francophonie. Et il faut profiter un peu de ce nouvel événement comme ça serait, ça entrerait justement dans ce sujet. Exactement. Là, parce que, exactement. Dans toute chose maintenant, même quand c'est culturel, même quand c'est dans le social, généralement avec les nouvelles tendances, on essaie de trouver un modèle économique viable qui va permettre à l'activité de faire le long chemin. Voilà. Exactement. Et donc au-delà des écrivains ou des peintres ou des créateurs de mode, voilà, et qui sont un peu les sujets traditionnels, on va dire, de la francophonie, surtout les écrivains quand même, et le cinéma, il faut, je pense, et c'est l'idée de l'Organisation internationale de la francophonie, mais c'est aussi notre idée au Petit Journal d'Istanbul, de montrer que avec la francophonie c'est pas simplement une langue comme ça, c'est aussi un moyen plus facile pour des Turcs et des Africains de se connaître, c'est extraordinaire. Et puis en plus, voilà, et en plus, beaucoup de Turcs me l'ont dit, c'est aussi une culture, c'est une façon de faire les choses. C'est une façon de faire les choses, et il y a une histoire derrière la francophonie. En Afrique et en France, on a une histoire, par exemple, de nos francophonies. Pour aller plus loin, voilà. moi, par exemple, je fais mon génie chimique. Quand je résous un problème en chimie, quand j'utilise, en fait, la façon d'aborder le problème, il y a une façon francophone, c'est curieux. Mais oui. Il y a une façon francophone d'aborder le problème en fonction de la culture. Ouais. Alors moi qui suis français, j'ai un peu plus de mal spontanément à penser ça, mais je me rends bien compte que c'est une réalité et que les Turcs, et vous Emmanuel, vous me le dites à l'instant, des Africains, utilisent le français, pas simplement parce que c'est la langue qu'ils savent parler, mais aussi parce que voilà, ça véhicule une culture, une façon de faire, une façon d'être, je ne sais pas, c'est difficile à définir. En tant qu'ingénieur, quand nous posons un problème à l'entreprise, il y a la façon d'aborder les problèmes. Moi, je l'aborde différemment. On aboutit à la même solution, mais en passant par des chemins qui ne sont pas nécessairement les mêmes. Oui, qui ne sont pas nécessairement les mêmes, et ça vient de la culture également. Donc merci déjà, merci encore pour cet entretien. Nous restons en contact. Un grand bonjour à tous les internautes qui lisent Mandjibo et qui sont très nombreux, je sais. C'est sûr. Surtout que je suis en train d'aller au Cameroun là, pour le projet Land Startup Weekend, qui fait partie du grand projet Land Startup Africa. Nous allons former comme ça des jeunes à pratiquer entrepreneurial au lancement des startups. Et la participation est gratuite. Et après, nous allons lancer une école des développeurs web. L'entrée à cette école également elle est gratuite. Nous voulons relever le défi de montrer aux jeunes qu'on peut quitter de la rue et devenir développeur web et gagner sa vie en tant que freelance ou alors en tant qu'employé dans une entreprise dans le secteur du développement web. Et ce pari, nous sommes sûrs que nous allons le gagner. Nous allons le remporter. Bon courage et beaucoup de réussite, je suis sûr qu'il va y en avoir. Merci Eric et merci Emmanuel. Merci chez vous. Merci. Merci. Au revoir. On se donne la main. Bien sûr. Et au revoir. Au revoir. Au revoir.